own safety, please avoid these areas. Bonsoir, bienvenue dans Classé du Plus. Salut tout le monde, salut Médoc. Yeah, Thierry. Donc je sais pas ce que t'en penses, mais là pour ce Classé du Plus, on a tellement de critiques qu'on a quasiment l'impression d'être au mois de novembre. Ouais, Alors là où t'as vrai. toutes les grosses sorties, donc c'est assez impressionnant. On a tellement de contenu sur ce numéro qu'on a décidé de repousser certaines rubriques dans 15 jours, par exemple Showtime. Donc vous n'aurez pas de Showtime dans ce Classé du Plus, mais dans 15 jours oui. Et tout simplement parce que dans 15 jours, on a un contenu qui correspond au mois d'avril. Donc mi-avril, et ça tombe bien, il va être diffusé mi-avril. Et donc là, c'est un peu plus limite. Mais là, pour ce Classé du Plus, c'est juste énorme. Et on va voir ça tout de suite avec le sommaire. On commence avec la critique de Gears of War Judgment. On continue avec la critique flash de The Walking Dead Survival Instinct. Pourquoi Flash? On se pose la question. On enchaîne ensuite avec 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Suivi de la critique de Army of Two, le cartel du diable. Et puis on termine bien évidemment avec la critique de BioShock Infinite. Mais tout de suite, c'est les news. On vous en parlait dans les plateaux du dernier Classé 18+, Deus Ex Human Revolution s'apprête à débarquer sur Wii U dans une version Director's Cut au graphisme amélioré, au gameplay repensé pour le gamepad et au contenu boosté. Adam Jensen fera donc son grand retour, il sera cette fois-ci augmenté d'un relais neural, n'étant autre que votre gamepad. On pourra ainsi utiliser le périphérique de la Wii U pour pirater, pour sniper, pour accéder au toolkit, soit au menu du jeu, pour activer le radar et afficher une carte sur laquelle il sera possible de prendre des notes ou de tracer des parcours, et ainsi de suite. Les grenades lancées à proximité de Adam seront également visibles sur l'écran du gamepad, il suffira de glisser son doigt dessus afin de les renvoyer. Cette version Director's Cut pourra aussi être jouée entièrement sur le gamepad, sans passer par la télé. Tous les contenus bonus sortis sur PS3, 360 et PC seront inclus dans cette version, y compris les bonus de précommande. Un mode New Game Plus fera même son apparition et permettra de recommencer une partie avec les augmentations acquises lors de sa première partie. Enfin, les affrontements contre boss ont été modifiés en profondeur, il sera désormais possible d'en venir à bout sans tirer une seule petite balle. New gameplay possibilities with a touch of your finger. It's the ultimate Deus Ex Human Revolution experience. C'est toujours avec un immense plaisir que l'on accueille dans les news 18+, de nouvelles images de Killer is Dead. Cette suite spirituelle aux excellents No More Heroes met en scène Mondo Zappa, un tueur à gages équipé d'un katana et d'un bras artificiel susceptible de prendre l'aspect d'une arme. Le jeu est toujours aussi beau, avec une esthétique cel shading papier glacé très originale et promet une histoire complètement barrée. Situé dans un futur proche, dans un monde similaire au nôtre, il fera la part belle à une galerie de personnages dignes de Suda Goichi, avec une bonne tripotée de tueurs hauts en couleur, ainsi que des aliens. Oui, des aliens. Ce jeu va être génial, on l'espère en tout cas. 分かっています。もしもの時は私が。この仕事は闇と向き合うことだ。君もいつか同じ運命をたどるかもしれない。闇に包まれない光を探しなさい。しかしあの新入りは危うい。だからお前が導いてやれよ。ブライアン。There's gotta be another way. Encore une news sur The Walking Dead, le vrai, le jeu d'aventure de Telltale Games, qui devrait sortir prochainement en boîte. Cette compilation physique de la saison 1, réunissant les 5 épisodes du jeu dématérialisés, devrait être disponible en Europe, avec des sous-titres français, le 10 mai prochain, sur PS3, 360 et PC. Les bonnes nouvelles ne cessent de s'enchaîner sur ce jeu, et ça tombe bien, il le mérite amplement. Maintenant, on veut une date de sortie et des images du premier épisode de la saison 2. C'est désormais officiel, voici une première cinématique confirmant le développement de FIF au sein des studios d'Eidos Montréal. Suite au rachat d'Eidos par Square Enix, l'éditeur japonais poursuit l'opération remise à jour des licences acquises. Après Deus Ex, Just Cause, Ken & Lynch, Hitman et Tomb Raider, voici maintenant FIF.
Garrett fait donc son grand retour après 10 ans d'absence. Créé en 1998 au sein des studios Looking Glass par Ken Levine, Doug Church et d'autres développeurs émérites, Thief The Dark Project a tout simplement révolutionné le FPS avec son gameplay infiltration et son contexte steampunk. Il a donné lieu à 2 suites, Thief 2 en 2000, toujours développé par Looking Glass, et Thief Deadly Shadows en 2004, cette fois-ci développé par Ion Storm. Annoncé pour 2014 sur PC, PS4 et les autres consoles next-gen à venir, sans plus de précision, Thief sera comme Tomb Raider, un reboot de la série. Alors évidemment, Thief rappelle beaucoup Dishonored, vu que le titre Arcane ressemblait déjà beaucoup à Thief The Dark Project. On incarne ainsi un anti-héros, encapuchonné comme les assassins d'Ubisoft, un maître voleur exerçant son art dans une ville ravagée par la pauvreté et la lutte des classes. How is it that you're never scared? Et là, on ne dit rien, on laisse parler les images et on croise les doigts pour que The Last of Us soit à la hauteur de notre impatience et des ambitions affichées par le studio Naughty Dog. Do I need to remind you what is out there? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that sort of shit's good for one thing. Getting you killed. I need something smuggled out of the city. Jesus Christ. Just cargo, Joel. How do you know them? I just want some simple gear, enough to set me on my way. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. Can't be any worse than in here. Can it? God damn it! Fuck. We're shitty people, Joel. It's been that way for a long time. No, we are survivors. This is our chance! It is over, Tess! What are you so afraid of? You're treading on some mighty thin ice here. What do we do? You make every shot count. You see, I believe everything happens for a reason. We don't have to do this. You know that, right? After all we've been through. Everything that I've done. It can't be for nothing. Après un premier trailer en images de synthèse diffusé à l'occasion de l'annonce officielle du prochain Assassin's Creed, voici maintenant des images du jeu. Ce 4e épisode, qui est en fait le 6e titre de la série sur PC et console de salon, se situe dans les Caraïbes durant l'âge d'or de la piraterie. Vous êtes vous-même un jeune pirate, Edward Kenway, formé par l'Ordre des Assassins. Ces images ne nous apprennent rien de plus que les infos communiquées en plateau début mars. On découvre donc le gameplay sous-marin, les abordages dynamiques, les combats à l'aide de 2 pistolets, les nombreux environnements de cet open world marin, ainsi que les nombreux personnages historiques intégrés au scénario du jeu. Each harboring their own mysteries. This is Edward Kenway, feared by the authorities and pirates alike. Kenway's hunger for infamy and riches inspires a fierce loyalty amongst his crew. A pirate, trained by assassins. He must chart his own course between chaos and freedom. The next chapter in the Assassin's Creed experience challenges you to learn, adapt, prevail, and eventually to stand amongst the legends of this unique time in history. This is a test not simply of brawn, but of ingenuity, matching your skills against seasoned adversaries on land and sea. For a brief, shining moment in history, a select breed truly lived free. Join them under the black flag of Assassin's Creed 4. Resident Evil 6, désormais disponible sur PC, propose un contenu gratuit bonus à même de séduire les joueurs PC. Il sera en effet possible de jouer les 4 survivants de Left 4 Dead 2, Coach, Nick, Ellis et Rochelle, dans le mode Mercenaries No Mercy, qui inclura également des ennemis additionnels comme la Witch et le mini-tank. Le jeu lui-même sera accessible à un prix relativement attractif, soit autour de 30 €.
Cet échange de visibilité entre Valve et Capcom est définitivement une bonne idée, même s'il ne suffira sans doute pas à combler les lacunes de Resident Evil 6. CTOS Threat Monitoring Report number 193A. Subject, Aiden Pierce. Une toute petite news pour vous informer qu'une nouvelle vidéo de Watch Dogs est visible sur internet et le site officiel du jeu. Celle-ci, assez longue, dont voici quelques extraits, répond à la vidéo présentée lors de la conférence PlayStation 4. On y retrouve donc les mêmes séquences de jeu, mais uniquement vues à travers des caméras de surveillance, commentées par une personne visiblement très au fait des compétences de hacker et des actions illicites du héros, Aiden Pierce. We must protect our system, and that means containing Aiden Pierce. Any breach of CTOS is a danger to everyone. Don't you die on me, damn it! He be dropping! Intubate, now! Cardiac arrest, he's in VFib! Metal Gear Solid 4 sur PS3 avait vu la conclusion de la saga Solid Snake. Mais le troisième épisode de la série, où l'on incarnait Big Boss, alias Naked Snake, dans les années 70, s'était révélé extrêmement populaire auprès des joueurs et avait vu poindre une suite sur PSP, Metal Gear Solid Peace Walker, dans lequel on établissait sa forteresse, la Mother Base. Metal Gear Solid 5 se présente comme la suite directe de Peace Walker. On y jouerait à nouveau Naked Snake, et le premier trailer montre la chute de la Mother Base, justement. Ce trailer dévoile le retour de quelques personnages charismatiques de la série, comme Revolver Ocelot, Miller ou encore Psycho Mantis. La surprise de ce nouveau titre est qu'il serait séparé en 2 épisodes. Ground Zeroes se déroule en 1974 et relate la chute de la Mother Base. Cet épisode se termine par la plongée dans le coma de Big Boss, un coma où il restera 9 ans. Phantom Pain commence en 1984 et Big Boss se réveille ayant perdu son bras gauche et portant une prothèse, d'où le titre Douleur Fantôme, renvoyant à la douleur psychologique provoquée par la perte d'un membre. L'ennemi du jeu serait l'organisation Xof, opposée directement à Fox. La grande nouveauté semble être que le jeu sera en monde ouvert et qu'il sortirait à la fois sur PS3 et 360. Le moteur graphique Fox Engine est visuellement impressionnant, à tel point qu'on se demande vraiment si ce titre n'est pas plutôt prévu pour la prochaine génération de consoles. On se pose encore beaucoup de questions sur le jeu. Sera-t-il en 2 parties, comme c'était le cas dans Metal Gear Solid 2? Cela pourrait même être 2 jeux différents, Ground Zero sortant en premier et Phantom Pain le rejoignant plus tard. Connaissant Kojima, nous savons que nous serons de toute façon surpris.
You've been in a coma for quite some time. Yes, I know. You would like to know how long. I'm afraid it's been 9 years. You see this? Diamond Dogs. Our new home. V has come too. 17 minutes de gameplay du prochain Battlefield 4 ont été dévoilées par EA et DICE. Développé à partir du très impressionnant moteur graphique Frostbite 3, ce FPS militaire devrait cette fois-ci se recentrer sur le groupe de soldats que l'on accompagne pour conférer au jeu une dimension plus humaine. Les images présentées semblent confirmer ce nouveau focus en confrontant le joueur à des décisions difficiles et à des situations pour le moins tendues, comme celle où le groupe est contraint d'abandonner un blessé dans une voiture immergée sous l'eau. L'action n'en a pas pour autant été négligée, avec des séquences bien spectaculaires faisant une nouvelle fois la part belle aux environnements destructibles. Plutôt que de contourner un bâtiment, le joueur aura ainsi l'option de le traverser en explosant des murs à l'aide de ses armes, visiblement sans avoir recours à un script. Plutôt classe. Alors on va revenir un petit peu, on a vu quelques images dans les news, mais on en voit d'autres là actuellement juste derrière nous. Battlefield 4, donc les mecs de DICE et d'EA ont balancé une vidéo de 17 minutes de gameplay qui est tout simplement à tomber sur le cul. Donc ça tournerait ça sur un PC ultra boosté quand même, et a priori également sur PlayStation 4 puisque le jeu est annoncé sur PS4. Et donc là clairement on est dans le vrai next-gen. Enfin, c'est bon, next-gen maintenant c'est PS4, Xbox 720 et compagnie. Et autant sur la conférence de presse PlayStation 4, ils avaient présenté par exemple des images du prochain, je crois que c'était Resistance, du prochain Resistance, ou du prochain Killzone. En bref, les deux sont un petit peu interchangeables. Et au final, même si le jeu était visuellement assez beau, il y avait plein de petits trucs qui faisaient vieux. Par exemple, l'animation des personnages, les NPC qui se comportaient comme dans les années 90, ce genre de choses. Et là, clairement, les développeurs ont dit qu'ils voulaient axer le jeu sur une dimension plus humaine. On était au plus proche et ça se passait vraiment dans le petit groupe de soldats. On voit la modélisation des personnages, on voit leur capacité de mouvement, la façon dont ils se déplacent, la façon dont ils s'arrêtent, etc. Là, il y a vraiment un gros cap de franchi. Et j'ai été épaté. Alors, il y a effectivement, dans ces 17 minutes, il y avait des trucs qui étaient bluffants. Moi, je me suis arrêté sur des petits détails sur l'eau. À un moment, il y a un passage où tu marches, c'est un petit peu mouillé par terre. L'eau, c'était juste flippant. Plein d'autres. Enfin, d'une manière générale, ces 17 minutes, elles sont sportives. Musique au début de cette vidéo, musique très inspirée. Mais j'ai appris à me méfier. Oui, c'est clair. Ouais. Toujours avec le concept du vertical slice. Donc ça pourrait être un embranchement du jeu, c'est-à-dire un chemin tout droit que les développeurs ont pris. Et ce chemin est ultra travaillé par rapport au reste de l'univers. Moi, a priori, je pense pas que ce soit le cas. Ils nous ont déjà montré ce qu'ils pouvaient faire avec Battlefield 3, c'était déjà impressionnant. Oui. Là, le 4, c'est juste le niveau supérieur. Ça, il n'y a pas de souci, ça impressionne. Mais je sais pas si tu te souviens, je vous invite à rejeter un œil à la critique de Battlefield 3. Le mode solo, c'était pas le meilleur truc. Hein. Oui, c'est vrai. Donc là, c'est effectivement, tu vois, ça a l'air sexy, ça a l'air... Quand tu débarques dans la forêt, ça a l'air de tuer. Tu vois, c'est plus un truc cartoon à la fin. C'est une forêt, t'es là. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de problème là-dessus. Simplement, on verra. Méfiance. Ouais. D'un côté, il vaut mieux se méfier parce que, par exemple, Gears of War Judgment, on a entendu plein de choses qui disaient genre People Can Fly, le studio qui a repris la licence, ils vont assurer grave, ils vont remettre une nouvelle couche de gameplay, oser changer 2-3 trucs, etc. Et puis au final, les gens commençaient à douter un petit peu, comme pour God of War Ascension. Ouais. Et c'est le moment maintenant. C'est le moment de voir la critique et de savoir si ils nous ont déçus ou non. Worn out places
2006, souvenez-vous, Jacques Chirac était encore président de la République. L'équipe de France affrontait l'Italie en finale de la Coupe du Monde de football et surtout Gears of War sortait sur Xbox 360. Cette année-là, la nouvelle licence d'Epic Games écrasa tout sur son passage, ses concurrents paraissant bien médiocres à côté. Un solo dantesque, un gameplay viscéral, un multijoueur rappelant Quake et Unreal et un scénario délicieusement débile, tous ces éléments firent de Gears of War le meilleur jeu d'action de la Xbox 360. Deux suites virent le jour en 2008 et 2011, allant toujours plus loin, tant au niveau de l'expérience solo que du multijoueur, tout en approfondissant un univers extrêmement riche. Disons-le clairement, les 3 Gears of War font partie, au moins pour l'auteur de cette critique, des meilleurs jeux jamais créés, tout simplement. Si Gears of War 3 clôturait l'histoire de Marcus Phoenix en ne laissant pas de place à d'éventuelles suites directes, on pouvait espérer jouer un jour à une préquelle située avant la trilogie originelle. Une préquelle, c'est exactement ce qu'est Gears of War Judgment. Annoncé il y a moins d'un an lors de l'E-Cube 2012, ce nouveau titre avait de quoi faire rêver les fans de la série. L'action se déroule 14 ans avant le premier Gears, au tout début de la guerre contre les Locustes, et surtout le duo formé par Bird et Coltrane est mis à l'honneur. Nous aurions pu nous contenter de trépigner d'impatience en attendant la sortie de ce nouveau Gears of War si un détail n'était pas venu nous perturber. Ce n'est pas Epic Games qui s'est chargé du développement de Judgment, mais People Can Fly qui n'a pas fait grand chose de notable depuis le tout premier Painkiller en 2004. Ceci dit, on pouvait tout de même s'attendre à un bon jeu, Epic Games faisant attention à tout ce qui a un lien avec sa série, que ce soit les livres ou les comics. A priori. Il a battu le record. Quoi? Ce type est passé de lieutenant à criminel de guerre en moins d'une semaine. Allez-y, continuez. Ne riez surtout pas, les Gears of War ont toujours eu un scénario. Si le premier épisode se contentait de nous présenter l'univers, ses suites étaient de véritables fresques épiques, capables d'arracher quelques larmes aux brutes épaisses que nous sommes. Cet univers extrêmement riche a d'ailleurs été développé à plusieurs reprises dans des livres ou des bandes dessinées. Mais si vous ne voulez pas y faire attention, ce n'est pas grave. Les Gears of War peuvent également être appréhendés comme des buddy movies à la Bad Boys ou Hot Fuzz, avec des moments de bravoure et des répliques cinglantes par douzaines. On attendait énormément Judgment sur ces points-là, à la fois pour nous éclairer sur le début de la guerre contre les Locustes, mais également pour voir le duo comique Bird Call en action. Et malheureusement, Judgment se plante sur toute la ligne. Le point de départ est pourtant très intéressant. L'escouade Kilo, dirigée par Bird, est arrêtée pour haute trahison, et la quasi-intégralité du jeu nous fait revivre les événements l'ayant mené à être jugé. Les accusés n'ont pas le droit à un avocat et ils ne peuvent en aucun cas contester l'autorité de ce tribunal. Chaque chapitre est l'occasion pour un des 4 membres de l'escouade de raconter son témoignage, ce qui permet d'alterner les points de vue et les personnages incarnés. L'idée est très bonne, mais ça s'arrête là. L'histoire s'avère extrêmement plate, pas de véritables enjeux, pas de méchants charismatiques, pas d'attachement pour les personnages, rien. Alors suivez-moi. Le scénario de Judgment est décevant dans le sens où il n'est ni passionnant, ni intégré à l'univers Gears of War. Quant aux personnages, le constat est beaucoup plus amer. Les développeurs ont réussi à faire de Bird et de Coltrane de simples enveloppes sans âme. Durant toute l'aventure, on attend désespérément une petite réplique bien pensée, un moment de bravoure savoureux, ou même un simple « wouh » du Coltrane. On attend, et ces moments n'arrivent jamais. Les 2 nouveaux personnages ne font qu'accentuer cette déception. Padouk est une parodie de russe assez pitoyable, et Sophia ressemble plus à une princesse en danger qu'au personnage féminin extrêmement fort de Gears 3, que sont Anya Strud et Samantha Byrne. Et pour couronner le tout, il n'y a pas la moindre trace d'un représentant de la famille Carmine. Un Gears of War sans la mort d'un Carmine, c'est comme un film avec Schwarzenegger sans I'll Be Back. Triste, juste triste. Les Gorasni n'ont jamais été réputés pour bien traiter leurs prisonniers. Je suis sûr que vous n'en saviez rien. Oh, je ne dirais pas ça. Donnez-moi juste 10 minutes que je retourne là-bas, vérifier que cet enfoiré est mort. Avancez. La campagne de Judgment est à l'instar de son scénario, vide et extrêmement décevante. À première vue, tous les éléments clés de la série semblent présents. Système de couverture, fusil, tronçonneuse, rechargement éclair.
On peut même observer quelques subtiles modifications ici et là. Mais les niveaux sont extrêmement classiques et répétitifs. Aucun grain de folie, aucun pic de tension, aucun moment où l'on hurle devant son écran tel un soldat déchaîné. Rien. De plus, les développeurs ont recyclé plusieurs fois les mêmes séquences pour allonger artificiellement la durée de vie du titre. À titre d'exemple, vous devrez subir à chaque chapitre une phase de défense de points, habituellement cantonnée au mode Horde. Repoussez-les, Onyx! Repoussez-les! Pour varier un peu l'aventure, les développeurs ont ajouté à chaque niveau un défi optionnel, appelé Mission déclassifiée. Si vous acceptez ce défi, une difficulté supplémentaire pimentera votre avancée, comme la limitation à un type d'arme, un brouillard réduisant votre champ de vision, ou encore des ennemis plus puissants. Le problème de ces missions déclassifiées, c'est qu'elles sont à l'image des niveaux eux-mêmes, répétitives et recyclées tout au long de l'aventure. Pire, tout comme dans le système de scoring inspiré du mode arcade de Gears of War 3, ces missions déclassifiées jouent le rôle de cache-misère, destiné à camoufler les défauts de la campagne. Si les Gears of War sont habituellement des jeux assez corsés, Judgment est tout le contraire. En difficile, l'aventure est une promenade de santé, à tel point qu'il est tout à fait possible de foncer droit sur les ennemis en utilisant uniquement le fusil à pompe. Contrairement au chapitre assez long des précédents épisodes, Judgment est divisé en très courtes sections durant entre 3 et 10 minutes. Des niveaux assez courts empêchant toute immersion et montée de tension. Dès que vous avez fini un combat, c'est terminé. Mais le plus gros point négatif de la campagne de Judgment est incontestablement l'intelligence artificielle des ennemis et des alliés. Tout est scripté et mal scripté. Si à tel moment vos alliés doivent se rendre à tel endroit, ils y iront peu importe ce que vous faites. Le constat est le même pour les ennemis, engendrant des situations assez énervantes. Il est courant qu'un ennemi passe juste à côté de vous sans s'arrêter et continue son chemin tranquillement. Le système S3 vanté par les développeurs, modifiant par exemple le type d'ennemi rencontré après avoir rechargé un checkpoint, n'apporte finalement pas grand-chose tant le jeu est facile. Pour couronner le tout, la durée de vie de cette campagne est également très décevante. 8 heures de jeu en mode difficile en remplissant la majorité des missions déclassifiées, beaucoup moins en difficulté moyenne. À titre de comparaison, les précédents Gears of War offraient 10 heures de jeu en difficulté intermédiaire. En fait, il n'y a vraiment rien à sauver dans cette campagne. Le constat est le même que l'on joue seul ou en coopération jusqu'à 4. C'est facile, répétitif et sans génie. Ce n'est pas mauvais, le gameplay réussissant malgré tout à transmettre de bonnes sensations, mais c'est ennuyeux et terriblement générique, tout le contraire d'un Gears of War. Une fois la campagne terminée, il est temps de s'attaquer à l'autre gros morceau de Judgment, le multijoueur compétitif. Et là, un miracle se produit. Ce n'est ni bon, ni très bon, mais excellent. En termes de gameplay, le multijoueur de Judgment est le meilleur de la série. Les petits changements auxquels on ne faisait pas attention en solo prennent ici toute leur importance. Désormais, le changement d'arme peut s'effectuer en pleine course. On peut se laisser tomber d'une zone en hauteur. Les grenades sont désormais assignées à la touche LB et se lancent plus rapidement. Les personnages n'ont jamais été aussi rapides et l'équilibrage des armes frôle la perfection. Les nouvelles armes, comme le Mark ZA, un fusil puissant mais lent, sont d'ailleurs très agréables à manier. Elles ne sont pas surpuissantes et s'intègrent parfaitement à l'arsenal habituel. Parmi les 4 modes de jeu, on retrouve les classiques match à mort en équipe et capture de points, toujours aussi parfaits, et 2 nouveaux venus. Le premier de ces nouveaux modes est la foire d'empoigne, un match à mort en solitaire tout simple. Regardez-moi ça. La communauté réclamait ce mode depuis le second épisode, c'est désormais chose faite. On perd bien évidemment l'aspect tactique et le jeu d'équipe caractérisant Gears of War jusqu'ici, mais c'est le principe même du deathmatch qui veut ça. Mais ce que l'on perd est compensé par ce que l'on gagne. Des parties d'une intensité rare, où la mort peut venir de n'importe où, couronnées par un level design frôlant la perfection. À première vue, les différentes cartes sont très classiques. À première vue seulement, car elles révèlent tout leur charme au bout de quelques heures. À titre d'exemple, citons les cartes rues et téléphériques construites en hauteur permettant aux plus fourbes de se jeter en contrebas pour prendre ses opposants par surprise. Planquez-vous! On aurait tout de même apprécié que ces cartes soient un peu plus vivantes, comme dans Gears 3 où l'environnement pouvait être modifié au fil des rounds. Mais mis à part ce regret, c'est du tout bon. Le deuxième nouveau mode est l'invasion, un mélange entre la défense de points et le mode Beast de Gears 3. 2 équipes s'affrontent, la CGU doit protéger un point précis et les locustes doivent le détruire. Lorsque les locustes détruisent les 3 points protégés par la CGU, le round se termine et les équipes sont inversées. À la fin des 2 rounds, l'équipe qui aura mis le moins de temps à saccager les constructions adverses gagnera le match.
Les deux camps ne se jouent pas de la même manière. Le gameplay de la CGU est basé sur un système de classe assez classique où l'on choisit d'incarner un ingénieur, un soldat, un médecin ou un sniper. Chaque classe dispose d'un équipement et de pouvoirs propres, rappelant fortement Borderlands. À titre d'exemple, le médecin pourra ressusciter ses coéquipiers et l'ingénieur poser des tourelles et réparer les barricades séparant les locustes de leur objectif. Sentinelle activée! Du côté des locustes, le gameplay est relativement similaire au mode Beast de Gears 3. Au début de chaque partie, vous avez le choix entre 4 types d'ennemis. Le ticker pour réaliser des attaques suicides, le rebut pour attaquer au corps à corps, le grenadier doté d'un large éventail d'armes et le Cantus pouvant réanimer ses coéquipiers. En tant que locuste, votre objectif est de détruire les barricades et le camp de la CGU le plus vite possible, tout en amassant un maximum de points. C'est en récoltant un grand nombre de points dans une partie que vous débloquerez 4 autres locustes, dont un nouveau venu, le Rageur, un sniper pouvant se transformer en énorme brute lorsque la situation dégénère. Les 3 autres locustes sont le Sérapède, une sorte de mille-pattes, le Mauler, équipé d'un bouclier et d'un énorme fléau, et pour finir le Corpser, une araignée géante pouvant se déplacer sous terre. Si le gameplay est excellent que l'on soit un Gears ou un Locust, il ne serait rien sans de bonnes cartes. Et de ce côté-là, People Can Fly a fait un excellent travail. Les cartes sont remplies de passages secrets à exploiter, tout en mettant en valeur les petites subtilités de gameplay propres à ce mode. Mais malheureusement, on ne peut pas vous conseiller d'acheter Judgment pour son multi, à cause de son contenu tout simplement rachitique. Il n'y a que 4 modes de jeu et seulement 4 cartes par mode. Quant au nouveau mode survie, il est très loin d'égaler le mode horde qu'il remplace. Ce mode survie est en fait un mode domination que l'on joue uniquement du côté de la CGU, les locustes contrôlés par des joueurs humains étant ici remplacés par 10 vagues d'ennemis contrôlés par l'ordinateur. Alors que le mode Horde laissait une grande liberté d'action et de mouvement aux joueurs, et que le mode Domination permet d'incarner les locustes et d'affronter une autre équipe dirigée par des humains, le mode Survie laisse de côté les qualités de ces deux modes pour n'en prendre que les défauts. On doit donc défendre un point précis contre des vagues ennemies. C'est assez plat et vite répétitif. Défendre le même point contre des bots assez crétins n'étant vraiment pas amusant, on joue une fois à chaque carte et on n'y revient pas. Ce n'est pas mauvais, mais juste ennuyeux, le gameplay de Gears of War suffisant à assurer un service minimal. Dans la station-service en bas de la rue! Les vidéos illustrant cette critique parlent d'elles-mêmes. Techniquement et artistiquement, Judgment est une tuerie monumentale. La série continue le chemin pris par Gears 3, avec ses décors riches et remplis de couleurs, faisant souvent penser à Uncharted et même à Dishonored. On est très loin du marron-gris des premiers épisodes, et on ne peut que s'en réjouir. De plus, Judgment contient très peu de bugs, ces derniers étant bien moins gênants que ceux aperçus dans Gears 3. Les serveurs multijoueurs sont également très stables pour le moment, à milieu de la catastrophe qu'a été Gears 2 sur ce point. People Can Fly a été parfaitement épaulé par Epic Games et a accouché du plus beau titre de la Xbox 360. En fait, Judgment est uniquement un barreau d'honneur, une dernière grosse claque graphique avant l'arrivée de la prochaine console de Microsoft. Car mis à part sa réalisation de haute volée, Judgment donne l'impression d'avoir été bâclé, que ce soit pour respecter les délais ou par manque de temps et de moyens. Pas de scénario, une campagne médiocre et un multi au potentiel gâché par un contenu rachitique. People Can Fly avait des idées, mais n'a tout simplement pas pu les exploiter totalement à cause des contraintes imposées par Epic. Quant au chapitre bonus, utilisé comme argument marketing principal, laissez-nous rire. Vendu comme la suite de Gears of War 3, ce supplément relate simplement un événement passé sous silence dans ce jeu, à savoir la recherche d'un bateau par Bird et Coltrane. Merde, Cole, allez chercher de l'aide. Sous-marin ou pas, sans renfort, on est baisé. N'attendez pas le moindre éclaircissement sur l'univers, ce chapitre n'est rien d'autre qu'un médiocre épilogue à Judgment racontant le destin de Paduk et Sophia. Gears of War Judgment est un titre à réserver aux amoureux du multijoueur, et surtout pas au prix fort. Si les deux nouveaux modes sont incroyablement fun et que le gameplay multijoueur est le meilleur de la série, le contenu rachitique ne mérite vraiment pas 70 €. Judgment avait tout pour être culte, à commencer par un tandem ultra charismatique. Bird et Cole font partie des meilleurs personnages de la série et sont réduits à n'être que des coquilles vides dans cet épisode. On ne peut que regretter qu'Epic Games ait tenu à sortir ce jeu aussi vite. En attendant une éventuelle suite plus peaufinée, le Coltrane restera en gare. Aucune objection? C'est bon pour moi. Très bien, allez cadette, tu retournes à l'académie. C'est un ordre. Bon, ils nous ont déçus.
Quand même un petit peu. C'est pas que le jeu est pourri, moi j'ai essayé d'y jouer un petit peu, mais clairement, il y a quelque chose qui a disparu. C'est l'impact sur le cover system est moindre. Lorsque tu cours, t'as un peu moins ce ballottement de la caméra, surtout lorsque tu joues en split screen à 2 joueurs en local. T'as plus ces moments épiques, fabuleux, et quelque part, ça a l'air de rien, quand tu arrives au 4e volet d'une série, ça devient chaud de se renouveler. Hein. Faut vraiment être super bon pour y parvenir. Il y en a qui ont su se renouveler. God of War, c'était pas ça, Gears, c'est pas tout à fait ça. C'est pas des mauvais jeux, c'est juste un peu décevant. Bah, c'est juste moins surprenant, donc Binzer dans that. Par contre, un jeu qui était à même potentiellement de nous surprendre, c'était The Walking Dead Survival Instinct. Et donc, évidemment, rien à voir avec le jeu d'aventure point and click. Donc là, c'est vraiment un titre développé par un studio qui s'appelle Terminal Reality. Et c'est un jeu édité par Activision, qui est basé non pas sur le comics, mais sur la série télé. Et qui reprend... AMC The Walking Dead. Previously in AMC The Walking Dead. D'accord. C'est comme ça qu'il commence. C'est comme ça qu'il commence. Ok. Et là, a priori, c'est quand même sacrément de la bombe. Ah non, c'est surprenant. Ouais. C'est surprenant à plusieurs... C'est Médoc qui a fait la critique. À plusieurs égards. Médoc, il a toujours les bonnes critiques. Indice. Autant vous prévenir tout de suite, on ne va pas passer 3 quarts d'heure sur cette critique flash. Ceux qui suivent un minimum l'actu des jeux estampillés 18+, savent que The Walking Dead Survival Instinct est une vaste blague. Pourtant, sur le papier, le titre de Terminal Reality avait de quoi plaire. On y incarne Daryl Dixon, un personnage créé à l'occasion de la série, qui n'apparaît donc pas dans les comics, et qui semble être le plus apprécié des téléspectateurs. Survival Instinct nous raconte en effet toutes les aventures de Daryl, et donc de son redneck de frère Merle, avant qu'il ne rencontre le groupe de Rick. Le choix d'en faire un FPS n'était pas déconnant non plus. Après tout, des jeux de zombies en vue subjective, on en connaît quelques-uns, dont certains vraiment pas dégueulasses. On trouve également dans le jeu une volonté d'inclure une dimension survival, avec gestion de groupe et de ressources, des notions qui rappellent aux vieux joueurs le célèbre Organ Trail. Simplement, on s'est douté que l'ensemble allait partir en sucette dès l'instant où on a vu qui éditait et qui développait le jeu. En guise d'éditeur, on a Activision, un groupe qui a certes le nez creux, mais qui a tué plus d'une franchise en proposant des jeux développés à la va-vite, issus généralement de grosses licences, histoire de monétiser un public moyennement exigeant. Côté développeur, on a Terminal Reality, à qui l'on doit entre autres Kinect Star Wars, et là je crois que Enough said. Le résultat, c'est une grande pantalonnade qui s'explique très certainement par la volonté de sortir à tout prix ce jeu pendant la diffusion des derniers épisodes de la 3e saison. Le but ici est donc de parcourir une partie de la banlieue d'Atlanta en voiture et de faire des pit stops pour faire des rencontres et éventuellement le plein de ressources. Pour aller d'un point de scénario à un autre, vous pouvez choisir d'emprunter les petits chemins qui occasionneront beaucoup d'opportunités de récupérer des choses, mais qui consommeront beaucoup d'essence. Vous pouvez aussi prendre les petites routes. Les rencontres se feront alors plus rares, mais on se trouvera gagnant au niveau carburant. Vous pouvez enfin emprunter les grands axes, là où les rencontres sont très rares et la consommation d'essence optimale. Seulement, vous augmenterez encore plus le risque de panne. Si un tel cas se présente, genre une durite qui pète ou une batterie qui lâche, vous devrez alors trouver des pièces de rechange sur d'autres véhicules. Le problème, c'est que ces petits events, genre panne d'essence, route bloquée, etc., proposent à chaque fois le même layout, la même disposition, la même map. On a besoin de fuel? Ah bah c'est bon, c'est la map avec le resto et la maison en bois. On a besoin d'une pièce de rechange? C'est cool, c'est la map avec un bout de route et un petit camp. C'est nul, c'est complètement nul. C'est le genre d'idée qui se pointe et qui te met un grand coup de pied dans les couilles à ton immersion, comme ça, sans prévenir. Mais si c'était que ça irait. D'autres jeux ont traîné dans ce délire, comme Mass Effect par exemple. Mais Survival Instinct va beaucoup plus loin, en te proposant un jeu juste pas terminé du tout. Pas terminé au niveau de l'IA des zombies déjà, qui font des choses qui n'ont pas vraiment de sens, comme frapper à la porte alors que vous êtes dans la même pièce qu'eux. Pas terminé au niveau des bugs non plus. Le jeu en est bourré, et on sent très clairement que Terminal Reality a sauté une étape dans son développement. À ce manque de professionnalisme s'ajoutent les idées qui étaient simplement mauvaises, comme ce système qui vous invite à planter la tête d'un zombie en jouant du stick droit et de la gâchette. Déjà, c'est mal fait, et ensuite, en s'y prenant bien, on peut se faire toute une horde de cette manière. La gestion du groupe est également bancale. Les PNJ récupérés au cours du scénar peuvent être envoyés par la suite en mission, pour choper des ressources ou des munitions. Chaque PNJ possède des traits et des préférences. Quand on les envoie, une barre nous indique les risques encourus. Et quand on revient, normalement les mecs sont morts. Ils sont morts avec le putain de fusil à pompe que tu leur avais confié. Et tu comprends pas trop pourquoi, tu sais juste que c'est nul.
Don't blow smoke up my ass. On va terminer très vite cette critique flash en disant qu'en plus de tout ça, on a affaire à une réalisation juste scandaleuse. C'est vilain, les différents skins de zombies sont super limités, les décors sont dégueulasses, enfin bref, on est mal à l'aise et ça n'a rien à voir avec l'ambiance du jeu. Ici, le seul truc à sauver, c'est la musique du générique. Le reste relève de l'arnaque pure et simple. Sorry, brother. Alors, Médoc, en tant qu'énorme fan du comics Walking Dead, du jeu d'aventure Walking Dead, mais également de la série dans une certaine mesure Walking Dead, est-ce que Survival Instinct, ça a été la petite claque supplémentaire que t'attendais? La petite cerise sur le gâteau, la licence Walking Dead? Une claque, je sais pas. Un coup de pied dans les couilles, ouais. Un grand coup de pied dans les couilles. À l'heure où on tourne ce classé 18+, j'ai pas encore écrit ma critique, hein. J'y ai juste joué, mais non, il y a des choses à dire. C'est marrant, parce qu'en saisie, évidemment, donc il y a la rédaction, il y a des gens un peu partout au sein de No Life, donc de temps en temps, lorsqu'on joue à un jeu en salle de saisie, il y a un petit public qui commence à arriver, qui regarde, etc. Et là, curieusement, il y avait un petit public. Mais c'est un public un peu rigolard. Ouais, ils étaient là à bitcher un petit peu derrière. Bon, il y avait de quoi bitcher, hein. Il se passait des choses qui n'avaient pas de sens, il y a des trucs rigolos, Et là, pour le coup, c'est contrairement à Gab qui fait des saisies sur Gears, c'est pas ta capacité à jouer correctement qui est en cause. C'était vraiment le jeu en lui-même. Ouais, mais du coup, on a bien rigolé du coup. Donc au final, est-ce qu'on doit sanctionner un jeu qui nous fait rigoler, Thierry? C'est ça la question. Je sais pas, mais c'est bien, c'est une bonne question parce que c'est une transition qui tue avec le 3 minutes pas plus qui va suivre. C'est un 3 minutes pas plus où le jeu dont je parle, il est pas fun. Donc, est-ce qu'un jeu vidéo se doit d'être fun pour être intéressant? La question est posée et vous allez voir, c'est du costaud. Hein. Le jeu dont je vais parler, c'est Cart Life et en gros, c'est simplement le meilleur jeu indé de l'année qui a gagné le plus grand prix à l'IGF 2013, qui en a même gagné 3 pour le coup, dont le grand prix. 3 minutes pas plus pour en parler. Bon, ce n'est pas la première fois, mais il est clair que l'on triche un peu en proposant Cart Life dans ce 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Déjà, parce que le jeu ne possède pas de PEGI, ensuite parce que si ce dernier en possédait un, ce ne serait pas un 3+. Cart Life adresse en effet un certain nombre de problématiques, liées à l'addiction par exemple, que ce soit au tabac ou à l'alcool, tout en proposant un contexte relativement déprimant. Développé par Richard Hofmeyer, Cart Life, disponible depuis le 18 mars 2013 sur Steam, est initialement sorti sur Windows début 2011, mais le jeu n'a réellement commencé à faire parler de lui qu'en 2012, raison pour laquelle, sans doute, il a pu être nominé aux Independent Games Awards de cette année. Les titres récompensés lors de l'IGF 2013 ont d'ailleurs été révélés le 28 mars dernier, et le grand gagnant n'est autre que Cart Life, qui empoche le grand prix du meilleur jeu indépendant, ainsi que les prix de la meilleure narration et le Nouveau Award, attribué au meilleur jeu abstrait ou non conventionnel. Non conventionnel, Cart Life l'est incontestablement. Présenté par son auteur comme une simulation de vente pour Windows mettant en scène la vie difficile des vendeurs de rue dans une petite ville située sur la côte ouest des États-Unis, il vous propose d'incarner un personnage parmi 3. Vinny, un vendeur de bagels, addict au café, obligé de gagner au moins de quoi payer son loyer à la fin du mois. Andrus Poder, un immigrant ukrainien qui tient un kiosque à journaux, adore son chat et ne peut se passer de post-clope. Et enfin Melanie Humberly, une jeune divorcée qui tente de maintenir une relation avec sa petite fille tout en tenant un stand à café. Il conviendra donc de mener le business du personnage de son choix, tout en gérant de nombreux paramètres de leur vie, du plus trivial au plus important. Le joueur devra acheter les matières premières nécessaires à son commerce, obtenir un permis de vente, dans certains cas de figure, faire la cuisine, choisir son emplacement dans la ville, son moyen de transport, discuter avec les clients, tout en prenant garde à ne jamais négliger des choses essentielles, comme manger, dormir ou gérer sa vie privée. Cart Life se déroule en simili-temps réel et son interface s'avère pour le moins aride. Rien n'est fait pour simplifier la tâche du joueur, qui galère dans le jeu comme les personnages qu'il peut incarner galèrent dans la vie. Du coup, Cart Life demande un énorme investissement de la part des joueurs, qui devront comprendre d'eux-mêmes les mécaniques de jeu, mais également supporter des bugs nombreux. Les mécaniques elles-mêmes, une fois comprises, demanderont un minimum de pratique. Pour réaliser une vente, il faut par exemple retrouver la commande dans son inventaire, retaper une phrase en rapport avec le produit demandé, et enfin réaliser un petit calcul mental pour rendre la monnaie. Le tout sous la contrainte du temps, le client s'impatientant assez vite. Si vous traînez, il s'en va. Imparfait, brouillon, angoissant même, Cart Life nécessite également un bon niveau d'anglais pour être apprécié. Mais malgré ses nombreux défauts, il parvient à générer une empathie bien réelle pour les personnages que l'on accompagne dans leur quotidien. Un quotidien à la dimension humaine indéniable, même si cette dernière ne laisse que peu de place à l'espoir d'une vie meilleure.
Chart Life, c'est un peu comme si l'on incarnait le Nico de GTA 4, alors que ce dernier était coincé, sans le sou, le moral à zéro, dans l'une des activités annexes du jeu. Pas question ici d'espérer un jour avoir un appartement gigantesque, des dizaines d'amis ou des aventures palpitantes, on essaye simplement de gagner sa vie. Alors si vous attendez d'un jeu vidéo qu'il soit fun, passez votre chemin. Chart Life n'est pas fun et n'a jamais eu l'intention de l'être. Clairement, c'est pas facile, c'est pas facile. Alors déjà, tu as du mal à rentrer dedans. Ensuite, quand tu comprends le concept du jeu, en gros, tu dois vivre la vie un peu désespérante de mecs qui vendent des petits trucs dans la rue, donc avec leurs petits kiosques, ils peuvent vendre des bagels, ils peuvent vendre du café, ils peuvent vendre des journaux, et ils galèrent dans la vie, ils galèrent, et tu les suis, tu les accompagnes dans cette galère, et c'est le concept. Mais je veux dire, tu diriges un de ces mecs-là ? Tu diriges un personnage parmi 3, et tu dois faire en sorte qu'il arrive à gérer son petit business au quotidien. Donc avec tout ce que ça comporte de trucs chiants à faire, quand tu dois vendre des bagels, les bagels, il faut que tu achètes les ingrédients, tu ailles dans ta cuisine, tu fasses ta cuisine, etc. En même temps, il faut que le mec, tu gères plein d'aspects de sa vie. Il faut qu'il mange, il faut qu'il dorme, il faut qu'il gère ses addictions. Alors ces addictions, ça peut être genre le mec peut pas s'empêcher de cloper, il peut pas s'empêcher de boire des cafés. Donc s'il clope pas ou s'il boit pas des cafés, ça a des conséquences sur sa façon d'interagir avec les gens croisés ou même dans son business, en étant plus désagréable, en voulant pas bosser, etc. Il peut mourir de faim, il galère. Ce que je dis en fait de le 3 minutes pas plus, c'est que ça fait penser un petit peu à... C'est comme si tu incarnais Nico Bellic et que Nico était coincé dans une des activités annexes, par exemple le chauffeur de taxi, et qui faisait que ça. Sans espoir d'avoir un appart qui tue, sans aller défourailler dans tous les sens, piquer des caisses. Non, tout ça, rien. Sans les biatchs, sans les hélicoptères, tout le côté glamour d'un GTA disparaît au profit de genre, ok, t'es dans le quotidien d'un mec qui galère, et tu galères avec lui. Parce qu'en plus, tout le système de jeu est pas vraiment accueillant. Donc il y a plein de trucs qui le rendent pas fun, qui le rendent difficile, et il est très difficile de le conseiller, mais c'est intéressant. C'est intéressant, sachant qu'on a la possibilité de télécharger quand même une démo gratuite. Donc si ça vous intéresse, si ce type de jeu un petit peu conceptuel, un peu différent, vous intrigue, essayez au moins la démo. Ensuite, je ne conseillerais pas forcément l'achat, d'autant plus que le jeu est un peu buggé, mais c'est intéressant. Mais du coup, attends, tu me parles d'addiction de Nico Bellic. Ouais, je sais, je l'ai dit au début du 3 minutes pas plus. Mais c'est pas un 3 minutes pas plus, Kerry. Si, c'est 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu qui n'est pas 3 plus. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de PEGI. Donc quand il n'y a pas de PEGI, je me permets, je dis ok, potentiellement il peut être 3 plus, mais en fait, jamais de la vie, il serait 3 plus. Voilà. D'ailleurs, un autre jeu qui n'est absolument pas 3 plus, c'est Army of Two, le cartel du diable, dont on va maintenant voir la critique. Alors celui-là aussi, on l'attendait vachement. Super position. Dans la vie, il y a des comebacks dont on rêve, d'autres dont on sait pertinemment qu'ils arriveront tôt ou tard, et enfin, il y a ceux qui sortent d'on ne sait où. Celui que nous offre EA avec Army of Two, le cartel du diable, est clairement de cela. Il faut dire que malgré 2 épisodes sortis en 2008 et en 2010, cette série de TPS pensée pour le coop n'a jamais vraiment marqué les esprits. Entre des mécaniques trop classiques ou trop peu exploitées, un déficit de charisme évident et un vrai manque d'envergure par rapport au canon du genre, il manquait toujours à cette série un petit quelque chose. Alors forcément, la présentation de ce 3e volet lors de la dernière Gamescom a été une véritable surprise. Une surprise d'abord mêlée d'incompréhension face à ce retour que personne n'attendait ni ne réclamait. Puis une surprise qui s'est teintée de curiosité lorsqu'EA a annoncé que le développement était pris en charge par Visceral Games Montréal et que le jeu allait utiliser le moteur Frostbite 2. Est-ce que ce nouveau studio, qui a fermé ses portes depuis quelques semaines, allait parvenir à remettre la série sur de bons rails? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Non mais c'est une blague. Bouffon. Vous deux, par là-bas. Salem et moi, on prend le portail. Reçu. Alors que les 2 premiers Army of Two mettaient en scène un même tandem de héros, le cartel du diable préfère jouer la carte de la rupture tranquille. Dégagez. Salem et Rios font en effet leur retour, mais ne sont pas jouables et endossent surtout le rôle de mentor d'Alpha et Bravo, 2 mercenaires fraîchement recrutés. Si au départ tout se passe bien pour notre quatuor, les choses vont évidemment très vite tourner au vinaigre. Lors d'une mission menée au Mexique, Salem sera même abandonné sur le champ de bataille, laissé pour mort. Salem!
C'est seulement 5 ans plus tard que l'on retrouvera nos 2 jeunes héros qui, au cours d'une autre affaire en pays aztèque, retomberont sur la piste de leurs vieux ennemis. Forcément, l'esprit de vengeance et l'envie de finir un boulot inachevé les lanceront dans une traque infernale qui coûtera la vie à ce fameux cartel du diable, soit une bonne moitié de la population locale selon nos estimations. Attendez-vous donc à un scénario aussi palpitant qu'une série B et qui sert simplement de prétexte à un massacre dans les règles de l'art. Réussi. Le cartel du diable est donc un shooter à la 3e personne, tout ce qu'il y a de plus classique. Un shooter comme on a pu en voir des dizaines ces dernières années. À ce titre, il reprend toutes les mécaniques qui définissent le genre, à savoir une caméra en vue épaule, un cover system, une visée qui gagne en précision lorsqu'on maintient une gâchette, etc., etc. Et hormis le passage automatisé d'une cache à une autre qui peut s'avérer brouillon dans le feu de l'action, toutes ces gammes sont soigneusement récitées. Tâche de pas crever. Ce qui diffère du reste de la production, ou plutôt ce qui est censé différer, c'est cette dimension coopérative fermement inscrite dans son ADN. En effet, si la campagne se parcourt exclusivement en tandem, que l'on joue seul ou bien à 2 en écran splitté ou en ligne, on ne peut pas dire qu'elle tire vraiment bénéfice de cette particularité. Alors que les 2 premiers Army of Two tentaient certaines choses dans le domaine, comme avec la barre d'aggro qui permettait de faire diversion, la possibilité de prendre un ennemi en otage, ou celle de feindre la reddition, le cartel du diable se montre horriblement classique. Bien sûr, il est toujours possible d'attirer l'attention d'un ennemi pour que son partenaire puisse le contourner, notamment en donnant quelques ordres basiques lorsque l'on joue seul. Mais il s'agit davantage d'une possibilité que d'une nécessité. Le cartel du diable est un jeu résolument bourrin, au point que certaines phases mettant en scène les 2 héros tiennent du gimmick, comme lorsqu'ils enfoncent une porte ou se font la courte échelle. Certes, on n'avait jamais été dupe sur le potentiel tactique de la série, mais par le passé on avait au moins l'impression d'élaborer de petites stratégies, que les interactions entre les 2 héros faisaient vivre le duo et nourrissaient l'esprit d'équipe. Ici, tenter de jouer en équipe rapportera simplement davantage d'argent pour s'offrir des armes plus performantes et de quoi personnaliser les héros. Par rapport aux intentions de départ de la série, on peut donc dire que cet épisode prend un virage vers une action plus soutenue et débridée. Le retour de la jauge d'Overkill est d'ailleurs symbolique de ce changement d'orientation. En effet, cette dernière se remplit à mesure que les frags s'enchaînent et permet, une fois pleine, de déclencher une sorte de bullet time qui multiplie la puissance des armes tout en rendant nos héros invincibles. Et s'il se trouve que les 2 joueurs déclenchent leur overkill au même moment, on accède même au double overkill, un stade supérieur où ces mêmes effets se retrouvent boostés. Fini de jouer, fumier. Ajoutez à cela des IA alliés et ennemis limite, un level design fait de couloirs et d'arènes, et vous comprendrez que le cartel du diable ne nous encourage pas vraiment à la jouer fine. Pour ce qui est de l'expérience coopérative en elle-même, il faut savoir là aussi que le jeu ne se montre pas irréprochable. Car au-delà du fait qu'aucune mécanique ne justifie la présence d'un coéquipier, c'est surtout sa gestion qui déçoit. Ainsi, la norme drop-in drop-out actuellement en vigueur n'a pas été respectée, ce qui nous oblige à repasser par l'écran titre si un pote compte nous rejoindre. Et parce que la chose est vraiment mal faite, le fait d'être en local ou en ligne ne change évidemment rien à la donne. Alpha et Bravo au point de rendez-vous. On va tenir là. Avec ses 8 heures syndicales au compteur et l'absence de tout contenu annexe sorti de la campagne, on aurait déjà eu du mal à vous conseiller l'achat de cette Army of Two. Mais quand il s'avère en plus que l'on est face à un jeu d'action moyen, monotone au possible et dont les armes n'offrent aucun feeling, la messe est dite. Car si on peut passer sur le côté ultra bourrin, le manque de sensations qu'il procure est en revanche rédhibitoire pour un jeu qui a la prétention d'être un bon défouloir. Les moments de bravoure lui font cruellement défaut, et si l'on apprécie le fait d'être séparé par moments pour vivre l'action sur 2 fronts différents, ce n'est clairement pas suffisant pour rendre l'action mémorable. Son petit manque de finition joue également en défaveur du titre, puisqu'à l'absence de système drop-in drop-out, il faut également ajouter quelques rares bugs qui peuvent contraindre à relancer une partie pour pouvoir avancer. En bref, Army of Two, le cartel du diable, est un jeu qui, sans être catastrophique, n'est vraiment bon nulle part. Il n'y aura pas de deuxième chance.
Bon alors évidemment, de temps en temps dans les séries de jeux vidéo, il faut pas attendre le 4e épisode pour que tout s'écroule. Ça peut se passer dès le 3e épisode. Ah, donc là c'est un peu ça. C'est en gros les développeurs n'ont pas pris ce qui faisait le charme des 2 premiers jeux. Sauf un truc quand même qui était dans le premier et qu'ils ont remis dans le 3e en disant genre c'est la grosse nouveauté. Ouais. T'es là genre ok, ça faut pas nous faire le coup, on connaît les jeux un petit peu quand même. Et donc du coup bah, c'est un peu triste. D'accord. Vraiment je pense que c'est pas The Walking Dead Survival Instinct, attention, mais ça vaut pas vraiment le coup non plus. D'accord, mais du coup là on a commencé l'émission, là on a que du moyen ou de la merde là. Ouais, mais attends, c'était des gros titres. Gears, c'est un gros titre. Walking Dead, c'est une grosse licence. Army of Two, c'est un jeu, le 2e est très sympa. Bah ouais, mais il faut quelque chose là quand même pour la jeunesse. Là. On n'est pas bien là. Non, c'est pas bien. Enfin, c'est pas de notre faute, mais c'est. Je pense que le mieux, c'est de lancer la critique de BioShock Infinite. Voilà, ouais, ça c'est bien. Ouais. Celui-là, un peu décevant. La sortie de BioShock premier du nom, en 2007, qui mettait en scène la société utopique créée par Andrew Ryan, alors que celle-ci était clairement partie en sucette, a marqué toute une génération de joueurs. La cité engloutie de Rapture a posé ses fondations ad vitam aeternam dans l'inconscient collectif des gamers, ayant un jour croisé les petites sœurs et leurs big daddies. Il est évidemment difficile de donner une suite à un jeu aussi marquant. Notre implication émotionnelle nous a tous conduits à nous approprier Rapture et ses personnages. Cette ville est la nôtre désormais, elle n'appartient plus seulement aux développeurs. Le studio Irrational et Ken Levine, à l'origine de BioShock 1, ont ainsi refusé de développer BioShock 2 pour se consacrer à un autre titre qui n'est pas une suite directe, mais une suite spirituelle à leur création originale. BioShock 2, développé par une autre équipe, s'est ainsi contenté de reprendre les bases du premier jeu pour en améliorer le gameplay et développer son histoire sans prendre de risques majeurs. Une suite 1.5 à un jeu qui méritait tout de même bien plus. BioShock Infinite, lui, va beaucoup plus loin. Il propose un nouvel univers, un gameplay FPS boosté par la verticalité des niveaux et la présence des rails aériens, un habillage RPG plus riche, et puis il y a Elizabeth bien sûr. Bonjour. Contrôlée par l'intelligence artificielle, cette jeune femme, une fois libérée de la tour où elle est maintenue captive, accompagne le joueur pour l'aider à avancer, Voilà qui est fait. à explorer, Attrapez! à combattre aussi, Ne me touchez pas! et à comprendre surtout. C'est quoi ça? C'est une paille. Un projet clairement ambitieux, développé sur une période de plus de 4 ans par une équipe au talent reconnu. BioShock Infinite ne pouvait décevoir, pas lui, pas maintenant, les fans ne l'auraient pas supporté, et jamais les petites sœurs qui se cachent pour toujours dans les conduits de ventilation de nos esprits n'auraient pu leur pardonner. Qui êtes-vous? Je m'appelle DeWitt. Je suis un ami. Je suis là pour te libérer. Laissez-moi! Rassurez-vous, cette critique ne spoilera aucun élément de l'histoire, qui constitue sans conteste le point fort de BioShock Infinite. Une fois le jeu terminé, vous n'aurez qu'une envie, en parler avec d'autres personnes l'ayant également fini. Booker DeWitt, c'est vous, un détective privé au lourd passé, chargé par de mystérieux commanditaires de retrouver Elizabeth et de la ramener à New York. Mais Elizabeth est non seulement maintenue captive dans une tour depuis son plus jeune âge, mais en plus, elle l'est dans une ville dont Booker n'aurait jamais osé imaginer l'existence. Columbia, une ville suspendue dans les airs, politiquement indépendante, une nation souveraine, dirigée par le prophète Zachary Hale Comstock. Monsieur DeWitt, Comstock. J'ai entendu parler de lui. Il paraît qu'il peut lire l'avenir. Une tour, une princesse captive, un monde imaginaire, un héros. A priori, on est en plein conte Disney, genre réponse. Sauf que non, pas du tout. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont enfermé, hein? Elizabeth n'est pas une princesse fragile, Booker n'est pas un héros, et Columbia n'a rien d'un monde rêvé. Vaut mieux pas rester ici. Allons-nous-en. Il est important ici de préciser que le jeu se déroule au début du XXe siècle, en 1912. Une époque où la mentalité colonialiste et le racisme étaient encore omniprésents dans la société américaine, malgré l'abolition de l'esclavage obtenu par Lincoln et l'Union à la fin de la guerre de sécession en 1865. Et il pousse les Irlandais et les Noirs à la révolte. Ça commence par des grèves et puis un jour ils s'en prennent à votre famille. Comstock devrait les écraser. Comme les cafards qu'ils sont. Une époque où le massacre de Wounded Knee est encore frais dans les esprits. Booker DeWitt est d'ailleurs un soldat vétéran de ce conflit historique qui opposa en 1890 le 7e régiment de la cavalerie et la tribu des Lakota. Vous y étiez à Wounded Knee. Enfin, conflit n'est pas le mot qui convient ici. Massacre est le mot qui convient. La cavalerie des États-Unis ayant massacré à l'aide de mitrailleuses des centaines d'hommes désarmés, de femmes et d'enfants. Booker DeWitt était présent lors de ce massacre, il y a participé. Tu vois, jeune fille? Tu vois l'homme que Comstock aurait aimé être? Un vrai soldat!
D'autres événements historiques, réels, ont été incorporés au background du jeu, comme la révolte des Boxers, qui confronta à la fin du 19e siècle les États-Unis et 7 autres nations alliées à la Chine. Ce conflit, qui visait à bouter hors de la Chine toute influence et présence étrangère, s'est terminé par la victoire des Alliés et mena plus tard à la chute de la dynastie Qing. Dans le jeu, le prophète Comstock utilise Columbia à des fins militaires pour mater la révolte des Boxers, et là, les États-Unis découvrent la puissance de feu de la ville aérienne. Ils prennent peur, rejettent l'indépendance de Columbia, qui disparaît alors dans le ciel, dirigé d'une main de fer par un Comstock persuadé d'avoir été trahi, humilié. Désormais, Columbia sera pour lui le visage céleste de la vraie Amérique, celle d'un peuple indépendant, fier et blanc. Ce contexte mêlant histoire et science-fiction est dévoilé dans le jeu par le biais de nombreux bonus narratifs auxquels les joueurs peuvent choisir de prêter attention ou non. On pourra ainsi surprendre des conversations entre NPC, Comstock va s'occuper de la Vox Populi. Consulter des images d'archives ou de propagande via les kinétoscopes, et bien entendu écouter des enregistrements réalisés par des personnages importants du jeu grâce au voxophone. J'ai servi 40 ans dans l'armée. Et puis il y a les journaux, les affiches publicitaires aussi. Le jeu aborde ainsi, de manière détournée ou non, des thèmes délicats comme l'exploitation, le racisme dans toute son horreur, la corruption par le pouvoir, quel que soit le moyen par lequel il est obtenu, la science, la religion, la force. Mais BioShock Infinite est aussi une histoire de rédemption, et une histoire sur laquelle le joueur aura finalement une prise limitée, ses décisions étant rares et sans réelles conséquences sur le déroulement d'une intrigue aux ramifications stupéfiantes. L'oiseau à droite. Vous êtes sûr? Certain. Un mot pour conclure cette partie sur le doublage français, d'une qualité irréprochable, sachant que si vous souhaitez jouer en anglais, il faudra changer la config de votre console, l'option n'étant pas accessible dans les menus du jeu. Vous les avez tués? Je n'arrive pas à y croire. Ils sont morts. Vous avez été sans pitié. Elisabeth. Vous êtes un monstre. BioShock Infinite est à la base un FPS pur jus transcendé par une poignée d'idées, un contexte ainsi qu'un scénario hors norme. Développé à partir de l'Unreal Engine, tout comme Dishonored par exemple, il propose au même titre que le jeu Bethesda un feeling PC. Contrairement aux séries Metroid Prime, Halo ou Killzone, pensées pour une console, voire pour une manette, BioShock Infinite est à la base un jeu PC au contrôle façonné pour le combo clavier-souris. Sur console, et en particulier sur PS3, il faudra donc se faire à la vitesse de déplacement propre au jeu, en apprenant à user comme il faut des sticks analogiques. Ceci n'est pas une critique, mais simplement un constat basé sur un feeling inhérent à ce type de FPS. L'idée ici est que la maniabilité du jeu demandera potentiellement un petit temps d'adaptation aux joueurs console, mais rien de bien méchant. Tout comme le premier BioShock, Infinite base ses affrontements sur 3 systèmes. Le combat, au corps à corps, les armes à feu et la magie, les toniques remplaçant ici les plasmides de BioShock. Désormais, on ne s'injecte plus de nouveaux pouvoirs, on les consomme une fois obtenus. Chaque pouvoir ou tonique peut être amélioré via des distributeurs dispersés dans Columbia et dispose d'une utilisation secondaire permettant de poser des pièges. Ces pouvoirs peuvent aussi être combinés dans certains cas. Si on associe Devil's Kiss à Murder of Crows, par exemple, on peut envoyer des nuées de corbeaux enflammés sur ses ennemis. 8 toniques sont accessibles en tout, sachant que l'on ne peut en équiper que 2, comme on ne peut transporter que 2 armes à la fois. En revanche, pour les toniques, il est possible d'en sélectionner de nouveaux à tout moment en passant par la roue dédiée. Comme celle des toniques, l'efficacité des nombreuses armes du jeu, une petite quinzaine en tout, peut être améliorée en passant par le distributeur dédié. Parmi celles-ci, on trouve le Skyhook, ou grappe-ciel en français, la première arme du jeu qui sert à combattre au corps à corps, à réaliser des exécutions, mais aussi et surtout à bondir sur des points d'accroche ou à naviguer sur les rails aériens. Le couteau suisse de Booker, en quelque sorte, qui lui permet d'ouvrir certains ennemis comme de vulgaires boîtes de conserve ou de glisser dans les airs comme un oiseau de proie, tournant autour de sa cible. La présence de rails aériens, au cœur des niveaux, donne en effet aux joueurs la possibilité d'appréhender différemment un environnement à des fins d'exploration et de combat. Sur les rails, tout est possible. Demi-tour rapide, accélération, sans oublier la mécanique ultra jouissive permettant de sauter sur le rable d'un ennemi, qu'il soit au sol ou lui-même suspendu à un rail, une fois celui-ci à proximité. Si on s'arrêtait là, on aurait déjà un game system solide pour un FPS, mais ça ne s'arrête pas là. Booker n'est pas tout seul, il est accompagné d'Elisabeth. Et la jeune femme se rendra vite indispensable à votre progression. Faites voir votre main. Comme vous, elle fouille l'environnement à la recherche d'objets utiles. Il n'est pas rare qu'elle trouve une pièce et vous l'envoie alors que vous êtes en mode exploration. Voilà pour vous. Elle peut aussi crocheter n'importe quel coffre ou porte. Super. Et surtout, elle s'avère capable de manipuler l'environnement à l'aide des failles spatio-temporelles. Celles-ci sont visibles pour le joueur et apparaissent sous la forme de déchirures grisées. Là où une façade est nue, une déchirure peut laisser entrevoir la présence d'un point d'accroche. Au sol, on pourra faire apparaître une caisse de munitions ou un automate armé. Elisabeth. En ouvrant ces failles, à l'aide d'Elisabeth, le joueur peut adapter une zone de combat à ses besoins et switcher en temps réel d'une faille à une autre afin de changer de tactique. En combat, Elisabeth ne doit pas être protégée, elle se débrouille toute seule.
En fait, c'est plutôt elle qui protège le joueur en lui envoyant des munitions, des medikits ou encore des cristaux nécessaires à l'emploi des toniques. Ramasser des cristaux! Sans Elizabeth, le joueur Booker se sent vite perdu, démuni, fragilisé. Contrairement à Ico, où l'on s'inquiétait sans cesse pour Yorda, ici le joueur s'inquiète pour lui. BioShock Infinite dispose également d'un système d'équipement basé sur l'usage de cartes de compétences. Une grosse quarantaine de ces cartes peuvent être dénichées dans les décors afin d'attribuer aux joueurs des habilités passives bonus. Mais seulement 4 d'entre elles sont activables, une pour chacune des 4 catégories dans lesquelles elles sont classées. Chapeau, pantalon, bottes et torse. À titre d'exemple, une carte peut diminuer le temps de reload de vos armes de 30%, une autre vous donne une invincibilité temporaire lorsque vous récupérez de la santé, et ainsi de suite. Il peut être frustrant par moment de disposer d'une telle quantité d'équipements pour au final n'en équiper que 4. Mais une nouvelle fois, tout le jeu a été conçu dans une optique sandbox, de l'histoire à ses combats en passant par sa petite dimension RPG. Vous êtes libre d'adapter votre équipement, vos armes, vos pouvoirs et les upgrades associés jusqu'à la configuration même de votre environnement grâce aux failles spatio-temporelles qu'Elizabeth peut ouvrir en fonction de votre façon de jouer. À chacun son style, voici la petite phrase qui sous-tend le game system de BioShock Infinite. Les infusions, souvent bien planquées, que l'on trouve dans Columbia répondent elles-mêmes à ce cahier des charges. Celles-ci se présentent sous la forme de bouteilles qui permettent d'augmenter l'une de ces 3 jauges, bouclier, santé ou cristaux. À vous de choisir, sachant que l'usage d'une bouteille est unique. Les cristaux correspondent à la jauge permettant d'utiliser ses pouvoirs. Je me sens déjà mieux. La santé, elle, décline rapidement lorsque vous êtes touché, jusqu'à la mort qui n'est pas spécialement pénalisante, tandis que le bouclier protège votre jauge de santé et se recharge avec le temps. Pour regagner de l'énergie, pas question donc de rester planqué quelques secondes, il faudra compter sur l'aide d'Elizabeth en combat, sur les compétences équipées qui permettent parfois de gratter un peu de santé dans certains cas de figure, sur les distributeurs ainsi que sur les bonus présents dans les décors, medikits, nourriture ou le contenu des poches des cadavres ennemis. Dernier détail quant au game system du jeu, il est possible à tout moment d'afficher les objectifs principaux ou secondaires de la mission en cours, une fois ceux-ci débloqués, mais aussi d'afficher une flèche indiquant le chemin à suivre, ce qui est bien pratique quand les environnements commencent à s'ouvrir. Et enfin, tous les éléments importants du jeu sont affichés en surbrillance, ce qui permet d'apercevoir de loin une pièce ou une serrure susceptible d'être crochetée. C'est prêt. Oh merde! Faut que je file d'ici! BioShock Infinite a été accueilli par la presse internationale avec un enthousiasme quasi unanime. À la rédaction de Life, il est clair que l'on partage cet enthousiasme. Comme un seul homme, les gamers du monde entier se sont levés pour applaudir le travail accompli par Ken Levine et Irrational Games. Une histoire fascinante, des personnages torturés, une direction artistique saisissante, un gameplay FPS totalement maîtrisé qui laisse une grande part d'improvisation aux joueurs, un système de navigation et de combat jouant sur la verticalité permise par les rails aériens, tout a été peaufiné à l'extrême. Le système de combat est si riche en possibilités que l'on en vient à regretter que les développeurs aient finalement renoncé à incorporer un mode multijoueur. La durée de vie n'en reste pas moins satisfaisante, surtout pour les joueurs qui s'investiront dans l'histoire, ce que l'on ne peut que conseiller. Les explorateurs pourront ainsi passer des heures à fouiller les environnements, que ce soit à la recherche d'indices, de bonus divers ou d'argent. Quant aux guerriers, on leur conseille de débuter directement l'aventure en mode difficile, sachant qu'en finissant le jeu une première fois ou en rentrant le code Konami sur l'écran titre, on débloque le mode Ultra Hardcore 1999. Un succès trophée demande même de terminer le jeu en mode 1999 sans jamais utiliser un distributeur de l'Arbil. BioShock Infinite n'en possède pas moins quelques points faibles. Techniquement, par exemple, le jeu est un peu juste, surtout sur console. La fluidité des déplacements s'est obtenue au prix d'une modélisation un peu vieillotte et d'effets graphiques typés FPS des années 2000. À titre d'exemple, les volutes de fumée sont des textures 2D juxtaposées flottant dans les airs, ce qui n'est pas le cas sur PC, comme vous pouvez le constater ici. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Sur PC comme sur console, l'environnement est également rigide et ne propose que peu d'éléments gérés physiquement. Les chaises ne tombent pas, les paniers remplis de pommes ne peuvent pas être renversés, et de toute manière les pommes ne sont pas modélisées, mais simplement suggérées par l'aplat d'une texture. Un défaut déjà souligné lors de la critique du FPS Rage, d'id Software, mais l'Unreal Engine 3 s'avère ici quand même moins impressionnant que l'id Tech 5. Ce côté vieillot se retrouve par moments dans le gameplay lorsqu'on se rend compte que l'on passe quand même 30% de son temps à fouiller des poubelles pour gratter quelques piécettes. Bon, j'exagère, mais vous comprenez l'idée. Il est étrange d'en être réduit à fouiller des poubelles ou la moindre caisse aperçue au loin dans un jeu ayant de telles ambitions scénaristiques. Autre défaut susceptible d'en agacer plus d'un, et en particulier les joueurs PC ou pressés, l'impossibilité de sauvegarder manuellement, ce qui nous oblige à quitter le jeu juste après avoir passé un checkpoint. Mais ces défauts ne parviennent guère à ternir l'expérience de jeu offerte. BioShock Infinite fait typiquement partie de ces titres que l'on se doit d'avoir fini au moins une fois pour ensuite pouvoir en discuter dans les cercles d'initiés. Pour son histoire bien sûr, mais pas seulement. Vu les possibilités offertes en termes de mécanique de jeu, chaque joueur façonnera une expérience personnelle, que ce soit par le choix de ses armes, de ses toniques, de ses compétences, ou sa façon d'appréhender l'environnement grâce aux rails aériens et aux failles spatio-temporelles ouvertes par Elizabeth. Vas-y, maintenant!
À ces qualités s'ajoute une atmosphère unique. Caractère design, direction artistique, jeu des acteurs, les superbes musiques de Gary Scheinman, déjà compositeur de la bande-son de BioShock 1 et 2, tout est là pour nous propulser dans les hautes sphères vidéoludiques façonnées par Irrational Games. Alors c'est bien, comme tu peux le voir genre un peu tout autour de nous, quand tu joues à BioShock Infinite, pendant très longtemps tu restes encore coincé dans l'univers du jeu, dans ta tête. T'es là, quand tu finis le jeu, donc clairement on va pas spoiler du tout. D'ailleurs les images qui ont illustré cette critique étaient tirées des 3 premières heures du jeu, et ensuite il y a juste 2-3 phases de combat que j'ai pris un peu plus loin pour montrer d'autres pouvoirs, pour illustrer certaines choses spécifiques, mais sinon on ne spoil pas du tout. Mais clairement, lorsqu'on finit BioShock Infinite, on a juste une envie, c'est d'appeler un pote qui lui aussi l'a pris et l'a fini également. Pour pouvoir en discuter, pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager ses théories, etc. C'est la fin en elle-même du jeu, justifie elle toute seule qu'on y joue. Et clairement, ce que je dis dans la critique, c'est vraiment le type de jeu, si tu n'y as pas joué et ensuite tu arrives genre avec tes potes qui sont tous gamers, etc. Et ils vont commencer à un moment donné à parler de BioShock Infinite, et soit tu peux pas participer, t'es le loser, quoi. Ouais, t'es le loser. Ouais, pour l'instant, je suis le loser. Moi, ouais, mais toi, t'as le Skyhook. Mais j'ai le Skyhook. Ouais. J'ai le Skyhook. Donc ça, c'est bien déjà. Bon, j'espère qu'il a mis un bon plaquicule, parce que ça a dû coûter un. Non, mais ça, on va le renvoyer à l'éditeur. C'est juste un prêt, juste pour le montrer genre en plateau. Ouais. Et d'ailleurs, ça s'achète. J'ai demandé. En fait, ça coûte 80 $ sur Internet. Ouais. Avec les frais de port, j'imagine que ça doit être juste monstrueux. Bon, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est en plastique, hein. Mais c'est cool, quoi. C'est rigolo. On peut s'amuser à faire des plateaux comme ça, un peu sympa, quoi. Voilà. Ah, j'ai cassé le... Non, mais si tu l'as cassé, on est dans la merde, on va être obligé de le repayer. Ah non, c'est bon. Ok. Bon voilà, ce classique du plus est terminé. On vous conseille bien évidemment de jouer à BioShock Infinite. Essayez d'emprunter la version à un pote si vous n'avez pas la thune en ce moment, ou prenez au moins, il n'y a pas de démo pour l'instant, j'espère qu'il y aura une démo qui va arriver, comme ça vous pourrez également l'essayer. Mais en tout cas, on vous le conseille énormément, et on vous conseille également de nous retrouver dans 15 jours dans le prochain classique du plus, avec beaucoup de rubriques invitées. On aura un Money Shot 18+, on aura Showtime bien évidemment qui a loupé cette émission mais qui sera bien présent dans la prochaine. On aura 3 minutes pour parler d'un jeu vraiment 3+, cette fois-ci, j'espère. Et puis on aura aussi des petites surprises, sans doute des avant-premières sur des titres très attendus. Peut-être un reportage sur un jeu qui va sans doute beaucoup faire parler de lui. Donc un joli petit contenu. Dimanche, 20h30 dans 15 jours. Manquez pas ça. Ciao.